Donc, on va attaquer les révisions. Alors, donc, ce qu'il y a à savoir, c'est savoir calculer un quotient de réaction et une constante d'équilibre, dans un premier temps. Connaître le taux d'avancement, ça c'est pour le premier chapitre. Et puis ensuite, pour le deuxième chapitre, connaître la différence entre un acide fort ou un acide faible, et donc la notion de pK, de K, et comment savoir l'utiliser. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va essayer de voir. Alors déjà, pour réviser, déjà ce qu'on peut noter, c'est quoi? C'est quand on a une réaction, par exemple du style petit a grand A plus petit b grand B, qui va donner. Alors comme on ne sait pas si elle est totale ou équilibrée, on met un égal ou on met la flèche dans les deux sens et on obtient petit c grand C plus petit d grand D. Donc voilà l'équation à laquelle je vais me référer. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas si cette réaction elle est totale ou équilibrée. Donc pour l'instant, elle peut avoir lieu dans le sens direct ou dans le sens indirect. Alors du coup, si cette réaction est équilibrée, je vais pouvoir définir ce qu'on appelle un quotient de réaction. Ok. Alors comment ça se détermine un quotient de réaction? Ça, il faut le savoir. C'est donc la concentration, on a dit, des produits. Donc les produits, et ben, dans mon cas, ça sera C et D, puisque je lis toujours ma réaction de gauche à droite, divisé par la concentration des réactifs. D'accord? Alors maintenant, donc les réactifs, c'est A et B. Oui, ça va pour l'instant? Je sais pas s'il y a des... Ah, il y a Carmine qui est arrivée, donc bonjour Carmine. Bonjour. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes. Bon, voilà, ok. Donc je viens juste de commencer. Donc j'ai commencé donc, par définir une réaction équilibrée. Alors une réaction équilibrée, ça veut dire qu'elle peut avoir lieu dans le sens direct ou dans le sens indirect. Alors pour définir cet équilibre, si c'est équilibré, ou pour définir à quel moment j'en suis dans ma réaction, il faut que je définisse ce qu'on appelle un QR, quotient de réaction. Le quotient de réaction, c'est toujours la concentration des produits. Donc les produits, c'est toujours ce qui est marqué à droite, divisé par la concentration des réactifs. Les réactifs, c'est toujours ce qui est marqué à gauche. Alors après, généralement, dans les exercices, les coefficients petit a, petit b, petit c, petit d, c'est souvent égal à 1. Mais en fait, il se peut que des fois, dans une réaction, on peut avoir, par exemple, petit b égal à 2. Donc si on a un coefficient, par exemple, différent de 1, il faudra bien le mettre en exposant, en fait. Donc ça sera petit c en exposant, ici, par exemple, petit d en exposant, ici, petit a en exposant, et petit b en exposant. Mais bon, souvent les exercices, ces coefficients, ils sont souvent égaux à 1. Voilà. Mais là, c'est vraiment pour être le plus général possible. Donc, qu'est-ce qu'on a dit d'autre aussi? On a dit que ce quotient de réaction, c'est un rapport de concentration molaire divisé par des concentrations molaires. Donc, c'est-à-dire c'est un rapport qui n'a pas d'unité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Si par exemple grand D, si grand D par exemple c'est un gaz, qu'est-ce que je peux en déduire de la concentration de grand D? Comment? Sa concentration vaudra Égal à 1. égal à 1. De même que si j'ai, je sais pas moi, si par exemple grand C, admettons que ce soit un solide, si grand C est un solide, sa concentration sera elle aussi égale à 1. Et de même, si j'ai de l'eau et que l'eau représente, à ce moment-là, ça sera marqué H2O liquide. Voilà. À ce moment-là, si j'ai de l'eau, c'est comme un solvant. Un solvant, la concentration vaudra toujours 1 dans le quotient de réaction. Ça va pour tout le monde?
Alors, Oui, oui, alors maintenant, du pour coup, l'instant. ouais. Alors maintenant, à quoi il va servir ce quotient de réaction? Il va servir à savoir comment va évoluer la transformation. Est-ce qu'elle va évoluer, pardon, dans le sens 1, c'est-à-dire celui-là, ou est-ce qu'elle va évoluer dans le sens 2, c'est-à-dire celui-là? Alors comment je vais faire pour savoir ça? Ben, pour savoir ça, ce qu'il va falloir faire, c'est généralement calculer ce qu'on appelle le quotient de réaction initial. Donc ce quotient de réaction initial, il va être calculé, si vous voulez, grâce, ça peut se trouver avec un tableau d'avancement, c'est-à-dire il faut connaître l'état initial. Donc en fait, il faut connaître les nombres de moles ou les quantités de matière ou les concentrations de chaque espèce à t égale 0. Donc ça, si elles sont données en exercice, il y a juste à les remplacer en fait. Et ça permettra de trouver QR initial. Ensuite, ce qui vous sera toujours donné, parce que ça vous ne pouvez pas le deviner, ce qui vous sera donné, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la constante de réaction. Donc la constante de réaction, ça c'est une valeur qui sera toujours donnée puisque cette constante de réaction, comme on l'a dit, elle dépend de la réaction chimique que l'on veut étudier. Donc chaque réaction chimique va avoir sa propre constante de réaction. On a vu en TP, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la constante de réaction ne dépend pas des concentrations initiales des réactifs ou des produits. C'est indépendant. C'est-à-dire que quelles que soient les quantités qu'on va prendre au départ, on aura à la fin toujours le même équilibre. On aura toujours la même constante de réaction. Ça ne changera pas. Le seul paramètre qui peut modifier la constante de réaction, c'est la température. C'est-à-dire que si on augmente la température, la constante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter. Pourquoi elle va augmenter? Parce que si on augmente la température, vous imaginez bien que les molécules, elles vont bouger plus vite. Si elles bougent plus vite, elles vont plus facilement se rencontrer. Et si elles se rencontrent plus facilement, elles vont plus facilement réagir. Ça voudra dire que plus j'augmente la température, plus mon équilibre va se déplacer vers la droite et plus K va être important. Ça va pour tout le monde? Alors, une fois qu'on a défini K, une fois qu'on a calculé le quotient de réaction initiale, après il ne reste plus qu'à faire deux choses. Il ne reste plus qu'à comparer la valeur de QRI. Donc il ne reste plus qu'à comparer la valeur de QRI à la constante K. Alors il y a deux possibilités. Soit vous trouvez une valeur de QRI plus petite que K. Je prends un exemple. On avait pris, je crois, comme exemple la formation d'un ester, je me rappelle, en exercice. Et on avait la constante K, je crois qu'il valait 4. Donc si QRI, par exemple, valait 0,2, on voit bien que QRI est inférieur à K. Et si on a QRI inférieur à K, ça veut dire que l'équation va se déplacer dans quel sens? Vers la droite, c'est-à-dire le sens 1. Voilà. C'est comme ça que vous allez savoir dans quel sens va se déplacer l'équilibre. Et enfin, si on mettait d'autres quantités, en fait, on mélange les 4 réactifs et produits, on met différentes quantités et on calcule le QRI. Et admettons qu'on trouve un QRI, mettons, qui soit égal à, je dis n'importe quoi, à 50. On s'aperçoit que 50, c'est supérieur à 3,7. Donc si le QRI est plus grand, on va se déplacer dans le sens 2. Donc c'est comme ça qu'on va prévoir le sens d'évolution d'une transformation chimique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, vous voyez, il y a juste à calculer les concentrations, faire le rapport, calculer QRI et comparer QRI à la valeur de K. Et comme ça, vous savez tout de suite dans quel sens ça va se déplacer. Alors ensuite, maintenant... Il sera donné, non?
Ah oui, bah oui, parce que K, c'est une constante, on a dit, qui est propre à une réaction chimique. Donc si vous avez un exercice, une réaction chimique qu'on n'a jamais vue, ben forcément, il faut qu'on vous donne la valeur de K, c'est obligé. Donc K D'accord. sera toujours donné. Et comme K en plus dépend de la température, on est obligé de vous donner la valeur de K, mettons à 25 degrés, c'est le plus courant. Oui, d'accord, ok. Voilà, donc Merci. ça sera toujours donné, et ça sera à vous de calculer le QRI pour le comparer à K. Voilà, donc ça dans votre contrôle, ça vous aurez quelque chose comme ça à faire. Alors après, qu'est-ce qu'il y a à savoir toujours sur ce chapitre-là? Bah après, il y a une autre grandeur qu'on n'a pas abordée, qu'on va essayer d'aborder avec le tableau d'avancement. C'est justement le taux d'avancement. C'est pour ça qu'on parle de tableau d'avancement, justement d'ailleurs, puisque c'est cette grandeur-là qui va être utile pour définir ce qu'on appellera le taux d'avancement. Alors, du coup, je vais refaire ça comme ça. Donc, quand on fait un tableau d'avancement, on a dit, on écrit l'équation de la réaction. Voilà, de réaction. Alors, ce que je vais faire comme exemple, ce que je vais faire, ce sera plus simple. Je vais reprendre l'équation qu'on avait vue en exercice quand on avait fait RCOH, c'est-à-dire on avait pris un acide plus un alcool, je vais l'appeler R', OH. Donc c'est la réaction qu'on avait faite en exercice, celle-là, un acide plus un alcool. Et on avait dit que ça, alors pour l'instant je ne sais pas si c'est total ou équilibré, donc je mets un égal pour l'instant, égal, ça faisait un ester. Donc l'ester ça s'écrivait RCO OR' plus de l'eau. Voilà ce qu'on a vu comme équation. Donc ça c'est l'équation de ma réaction. Et donc une fois que j'ai ça maintenant, il va falloir que je dresse mon tableau d'avancement. Alors je fais un tableau d'avancement, je vais faire les 3 étapes. Voilà. Voilà. Donc dans un tableau d'avancement, on définit toujours donc l'état initial, l'instant T et l'état final. Voilà. Donc état initial, l'avancement vaut 0 toujours. Au cours du temps, c'est x. Et état final, maintenant on a dit que ça sera plus x max, ça sera xf. Et ce que je vais faire, je vais vous faire une colonne supplémentaire. Et cette colonne, je vais l'écrire sous la forme suivante. Là, je vais mettre x max. Je vais supposer que ma réaction est totale. Donc si ma réaction est totale, normalement, je dois avoir x max. Mais je sais qu'elle n'est pas totale, donc je m'arrêterai à xf. Voilà. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ce tableau, ben moi je vais faire autant de colonnes que de réactifs et de produits. Voilà. Donc voilà. Monsieur, Oui. il y a Hugues qui pose des questions dans le salon physique-chimie. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le micro. Alors, on appelle ça le sens direct. Alors, le sens direct, Hugues, c'est le sens de gauche à droite. Le sens indirect, c'est le sens de droite à gauche. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut comparer QR et QRI? Non. Pour pouvoir déterminer le sens, il ne faut pas comparer QR et QRI, il faut comparer QRI et K. K, la constante. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Hugues? Voilà. Donc, tu n'auras pas de QR à calculer, il faudra juste calculer, je pense, un QRI, QR initial. Et le K sera donné, donc tu auras juste à comparer le K avec le QRI. Voilà. Ok. Alors, du coup, quand on a ça, moi je veux savoir en fait à quoi sera égal XF, à quoi sera égal Xmax, si la réaction est totale. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ce tableau en fait? C'est un tableau de mol. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Comment je peux faire pour compléter ce tableau? Le nombre de moles qu'on a, non? Eh bien oui, il faut connaître le nombre de moles dans l'état initial. Alors le nombre de moles, comment vous pouvez le connaître? Par exemple, on peut vous donner une concentration et un volume. On peut vous donner une masse et une masse molaire. Vous connaissez les deux formules. Donc je vais dire par exemple ici, je vais l'appeler N0.
N0, ça sera le nombre de moles d'acide. Donc le nombre de moles d'acide, ça peut être C fois V par exemple. Vous voyez? Et par exemple, le nombre de moles d'alcool, je vais l'appeler par exemple N'0. Le nombre de moles d'alcool, ben, ça peut être C' fois V' si vous voulez, ou si on a une masse d'alcool, ça peut être petit n divisé par grand M par exemple. Vous voyez, donc il faut d'abord dans un tableau bien définir le nombre de moles dans l'état initial. Après, s'il y a un des réactifs qui est en excès, hein, comme l'eau, bah vous mettez excès, excès, excès. On ne calcule pas les nombres de moles quand c'est en excès. Et qu'est-ce que je peux dire au niveau de l'état initial ici? Qu'est-ce que je peux dire des produits? C'est quoi les quantités pour les produits? C'est égal à 0. C'est égal à 0. Voilà. Parce que si c'est pas égal à 0, par exemple, et ben ça, l'énoncé doit vous le dire. Il doit vous dire, bah, dans notre état initial, il y a tant de moles d'acide, tant de moles d'alcool, tant de moles d'ester, tant de moles d'eau. Mais si on ne vous dit rien, et ben on n'a juste que ces deux réactifs-là. On n'a pas de produit pour l'instant. Ça, c'est vraiment l'exercice qui doit vous le dire. Donc ça, c'est pour l'état initial. Ça va toujours? Alors ensuite, au cours du temps. Au cours du temps, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les réactifs vont disparaître. Donc il va y avoir N0 moins, comme les coefficients, vous voyez, ici ils valent tous 1, ça fera N0 moins X. Ici, ça fera N'0 moins X. Ici, ça fera X, X. Voilà ce que j'ai au cours du temps. Ensuite, état final, ben, je vais avoir N0 moins le X final. Mais comme si c'est équilibré, ben, ça ne sera pas égal à 0. Ça sera N0 moins X final. Ici, ça sera N'0 moins X final. Et le X va devenir X final et X final. Voilà pour mon état final. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Oui. Alors maintenant, je vous ai dit, moi je vous ai rajouté une dernière ligne là. Cette dernière ligne, c'est ce que j'appelle moi X max. Alors X max, ça veut dire quoi? Ça suppose que la réaction est totale. Et ça veut dire quoi si la réaction est totale? Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des réactifs, hein? Enfin d'un ou des réactifs, pardon. Il n'y en a plus. Ouais, sauf que il n'y en aura plus, sauf si, enfin, il n'y en aura plus à quelles conditions? S'ils sont tous les deux en proportion Stoichiométrique. stoichiométrique. Mais là, justement, j'ai fait quelque chose. Là, j'ai mis N0 et là, j'ai mis N'0. Ça veut dire que dans mon état initial, j'ai pas le même nombre de moles d'acide et j'ai pas le même nombre de moles d'alcool. Donc, comment je vais faire pour connaître X max? Ça sera quoi la valeur de X max finalement? Parce que moi, j'ai deux possibilités. Moi, je dis que si RCOH, c'est comme ça que vous aviez fait l'année dernière en première, si RCOH disparaît en premier, si c'est lui qui, voilà, qui va disparaître le premier, ça sera donc ce qu'on pourrait appeler le réactif limitant. Mais ce que je peux dire que N0, à ce moment-là, au lieu d'XF, ce sera moins X max, hein, égal à 0. Ce qui veut donc dire que dans ce cas-là, X max sera donc égal à N0. Ça, c'est ma première hypothèse. Ou alors, j'ai encore une autre hypothèse. Moi, je dis que R'OH, si c'est lui qui disparaît en premier, et ben moi, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais avoir si la réaction est totale? Ben, je dirais que N'0 moins X max égale à 0. Ça sera ma deuxième hypothèse. Et là, à ce moment-là, X max, il vaudra N'0. Alors, moi, je choisis quoi après, au bout du compte? Ça sera quoi finalement X max? Est-ce que ça sera N0 ou est-ce que ça sera N'0?
Comment je vais faire pour savoir? Vérifier lequel est le plus petit des deux. Et ben voilà. Si par exemple on suppose que n0 est plus petit que n'0, ben, ça voudra dire que ça sera donc x max qui sera égal à n0. Et si x max égale à n0, ça veut dire que ça sera donc, par exemple, lui qui sera réactif limitant. Donc voilà. Donc pour trouver x max, il faut toujours chercher qui sera le réactif limitant. C'est-à-dire celui qui va disparaître en premier. Donc ça, c'est ce que vous avez fait l'année dernière. Ça va pour tout le monde pour trouver x max? Donc ça veut dire Oui. x max, il faut bien connaître n0. Donc il faut bien calculer le n0 au départ parce que ce n0 là, c'est lui qui va vous permettre de trouver x max. Oui. Alors maintenant, on va essayer de trouver ce qu'on appelle le ça. C'est quoi cette lettre? Le taux d'avancement. Le taux d'avancement. Alors là, il faut bien connaître la formule. C'est quoi le taux d'avancement? Vous voyez, dans ce cours, vous avez deux formules à savoir. Vous avez la formule du quotient de réaction, à savoir, je les mets en rouge, les formules. Et la formule du taux d'avancement. Vous avez ces deux formules à connaître dans le premier cours. Alors, c'est quoi la formule du taux d'avancement? Je ne sais pas si Hugues répond peut-être. Donc Alexandre, bonjour Alexandre, tu viens d'arriver. C'est pas x max sur xf? Pas tout à fait. L'inverse, non? Oui, l'inverse. Ah oui. C'est xf. En fait, comment tu peux faire pour le savoir? Le taux, il doit être compris entre 0 et 1. C'est bien ça le taux d'avancement. Donc pour que ça soit compris entre 0 et 1, il faut que tu divises, je dirais plutôt un petit chiffre par un grand chiffre. Et comme ça, tu es sûr que le rapport il sera plus petit que 1. Parce que si tu mets x max sur xf, tu sais que x max il est plus grand que xf. Donc ça veut dire que le rapport il serait supérieur à 1, ça marche pas. Donc voilà, c'est un petit moyen pour s'en souvenir. C'est toujours xf qui est toujours plus petit que x max, donc c'est xf sur x max. Ça c'est ma deuxième formule. Donc ça c'est à connaître. Ça c'est le taux d'avancement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est maintenant essayer de combiner les deux. Est-ce que c'est possible de relier ces deux formules, là, le quotient de réaction et le taux d'avancement? Parce qu'en fait, moi, j'ai une réaction ici. Cette réaction, je peux trouver ce qu'on appelle le quotient de réaction de cette réaction en utilisant la formule ici. Et vu qu'il y a un taux d'avancement, je peux relier le taux d'avancement au, au quotient de réaction. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir pour finir cette première partie. Alors, pour finir cette première partie, donc je vais faire ça. Je prends une nouvelle feuille. Donc je reprends la formule de QR. QR, on va dire QRE. Voilà, vous voyez pourquoi je mets QRE? C'est l'équivalence? Voilà, c'est pas l'équivalence, c'est l'état final. Ah, à l'état final. Donc, comme je suis à l'état final, vous voyez, moi je m'intéressais à cette ligne-là du tableau. Cette ligne-là, c'est l'état final. Donc si c'est l'état final, ça veut dire que j'ai atteint mon équilibre. Et si j'ai atteint mon équilibre, ça veut dire que QRE est égal à AK. AK. K, c'est le quotient de réaction à l'équilibre. C'est ça la définition de K. Donc c'est égal à K. Je connais, et en plus, ça, K, je connais en plus. Alors, à quoi c'est égal QRE? QRE, je peux le trouver. On a dit que c'était les concentrations des produits sur la concentration des réactifs. Mais là, je précise bien que l'eau, j'ai pas mis petit l, hein, j'ai mis H2O, parce que H2O n'était pas présent au départ. Il est présent à l'arrivée, donc c'est plus un solvant, c'est un produit. Donc là, il faut que j'en tienne compte. Donc du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner la concentration, je vais le remarquer comme ça en fait, concentration d'H2O. Alors vous voyez qu'ici, tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, donc je ne mets pas d'exposant. Alors l'ester, je vais l'appeler grand E pour simplifier. Vous êtes d'accord? Donc l'ester, c'est ça. Hein. Ça, c'est l'ester. L'alcool, je vais l'appeler A pour simplifier. Et l'acide, je vais l'appeler AC. Voilà, comme ça permettra de... Voilà. Donc là, on va dire que A, c'est l'alcool. Et AC, ça sera acide.
Voilà. Donc voilà le quotient de réaction à l'équilibre. Alors maintenant, ce quotient de réaction, à quoi il est égal? Alors je regarde dans l'état final, à quoi il est égal? Bah, je regarde ma ligne et je m'aperçois que la concentration d'H2O et la concentration de l'ester, eh ben c'est quoi? Là, j'ai XF. C'est quoi XF? C'est l'état final, c'est le nombre de moles à la fin dans le. Oui, dans l'état final. Et moi, Ouais. je veux la concentration. Moi, comment je fais pour avoir la concentration connaissant le nombre de moles? On divise par le volume. Et ben voilà, le volume qui est là, qui doit être donné au départ normalement, si vous l'avez. Voilà, donc en fait, D'accord. si je veux la concentration, et ben il faut que je fasse XF, nombre de moles, divisé par le volume. Et ça fait la concentration d'H2O. Et je m'aperçois aussi que la concentration de l'ester, bah, si je regarde mon état final, bah, l'ester c'est aussi XF le nombre de moles. Donc la concentration, ça sera aussi XF sur V. Donc là, je viens de trouver les concentrations des produits. Donc maintenant, je vais faire pareil pour la concentration des réactifs. Vous voyez, il y a N0 moins XF, N'0 moins XF. Voilà ce que ce que je vais avoir au dénominateur. Donc ça va me faire N0 moins XF, le tout divisé par V si je veux une concentration. Et la concentration de l'acide, eh ben, ça sera N'0 moins XF. Pareil, le tout divisé par V. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans cette expression? Qu'est-ce que je peux simplifier? La division par V partout. Eh bien oui, là je divise par V au carré, et là je divise par V au carré, donc je peux simplifier mes volumes. Voilà comment je fais pour trouver mon quotient de réaction, et je m'aperçois que mon quotient de réaction, dans ce cas-là, bah, c'est finalement le rapport des nombres de moles des produits sur le rapport des nombres de moles des réactifs. D'accord. Voilà ce que j'obtiens. Alors après ça, je peux encore simplifier. C'est-à-dire que je peux écrire que finalement au numérateur, XF fois XF, et ben ça fait XF au carré. Et au dénominateur, eh ben, il va me rester N0 moins XF multiplié par N'0 moins XF. Voilà à quoi est égale la constante de réaction. Alors la question qu'on pourrait vous poser aussi, c'est trouver XF. Parce que si je connais XF, donc voilà la question qu'on va vous poser, c'est trouver XF. Et connaissant XF, après, on pourra en déduire le taux d'avancement, puisque le taux d'avancement, c'est XF, vous m'avez dit, divisé par X max. Et il me semble que vous venez de me dire en plus que X max, c'était égal à N0. Donc vous voyez, C'est facile à trouver. donc X max c'est déjà trouvé, c'est N0. Donc il ne reste plus qu'à trouver, pour trouver taux, il ne me reste plus qu'à trouver XF. Et XF, je peux le trouver grâce à cette formule. Et là, si vous avez ça au bac, eh ben, ce qu'on va vous demander, c'est de résoudre cette équation. Et cette équation, si vous la résolvez, ça va vous donner un polynôme du second degré. Du style xf au carré, plus n'importe quoi, hein, plus 3xf, plus 2 égale à 0 par exemple. Vous allez forcément tomber sur une équation de ce type-là. Et ça, après, vous savez résoudre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Eh ben, on sait que K égale ce rapport. Hein. Donc en fait, tout ce qui est au dénominateur, on va le faire passer à gauche. Ce qui fait que ça va donc donner K multiplié par N0 moins XF multiplié par N'0 moins XF. Et tout ça égale à XF au carré. Et là, j'ai vraiment pris le cas le plus général parce que ce que vous pouvez avoir en exercice, par exemple, c'est avoir N0 ici et N0 ici. Et là, si vous avez N0 partout, il y a juste à faire N0 moins XF au carré. Et là, c'est beaucoup plus facile à résoudre. Mais là, j'ai pris exprès deux nombres de moles différents. Donc là, ça vous donne cette équation-là, du coup.
sais pas si tout le monde arrive à me lire, c'est bon? Voilà. Alors comment je fais pour résoudre ça? Et bien là, j'ai deux parenthèses, j'ai une constante. Alors comment je fais pour améliorer tout ça? Et bien il faut développer. Donc ça veut dire que je développe le n0 avec le n'0, je développe le n0 avec le xf, je développe le xf ici avec le n'0 et le xf avec le xf. Vous voyez? Oui. Alors ça va donner du coup, ben, je vais tout multiplier par k à chaque fois, ça fera k fois Fois n0 au carré. et non fois n'. Non, f fois n0', pardon. Et oui, c'est pas les mêmes nombres de moles, on a dit. Après, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer par des chiffres. Hein. Moi, j'ai mis des lettres, mais vous pouvez remplacer par des chiffres, ce sera plus simple. Ensuite, plus. Alors, plus, non, ce sera plutôt moins, en fait. Moins n0 fois xf. Voilà, et fois k, puisque j'oublie pas de multiplier par k. Ah oui, fois k. Voilà, je fais toutes les multiplications. Voilà, donc là, ça y est, j'ai développé tous les n0. Et maintenant, je vais faire le xf, le moins xf, pardon, avec le n'0 et le moins xf avec le moins xf. Donc ça va me donner moins k. kxf n'0. Ouais. Ok. Et là, après, moins par moins, ça fera plus. Alors, ça plus kxf n... kxf au carré. Voilà. Et tout ça, ça doit être égal à xf au carré. Alors ça paraît peut-être compliqué comme ça, mais il faut bien imaginer que vous remplacez tout ça par des chiffres. Hein. Le n0, il y aura un chiffre, le k, il peut y avoir un chiffre, donc tout ça, ça fera des chiffres après. Hein. Oui. Et après, ce qu'il faut faire, vous voyez, on y est presque. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre 3 couleurs différentes. Je vais mettre cette couleur-là. Je vais appeler ça petit c. C'est quoi ça? C'est un nombre. Vous voyez? Je vais mettre une autre couleur ici. Ça, je peux appeler ça petit b. C'est une constante multipliée par xf. Non, pardon. D'accord. Et j'ai ça aussi d'ailleurs. Je vais mettre ça. Moins k plus n'0. Tout ça là, ça sera petit b. C'est-à-dire qu'on met xf en facteur. Je vais le faire comme ça si vous voulez. xf facteur 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester du coup moins k n0. Et là, c'est moins k n'0. Donc, c'est ça que moi j'appelle petit b. Ça sera un chiffre en fait. D'accord. Et ensuite, vous voyez que le xf ici, là, je vais le faire passer de ce côté-là. Donc, ça fera que ça me fera ici du coup plus xf au carré facteur 2 k. Si ça passe de côté, ça devient moins 1. Et tout ça, ça sera égal à 0. Et le k moins 1, ben moi je peux l'appeler petit a. Est-ce que ça va pour tout le monde? En fait, le polynôme, finalement, le polynôme, vous voyez pourquoi j'ai mis a, b et c? Là, je peux l'écrire d'une certaine façon maintenant. Je peux dire que j'ai a fois xf au carré. Ah oui. Vous voyez, ça c'est le premier terme de mon polynôme. Plus b fois xf. Voilà. Plus c. Plus c. Et là, ça doit vous parler, ça. Ça, oui. Ça s'appelle un polynôme du second degré. Et un polynôme, vous le résolvez avec le delta d'habitude. Donc delta, c'est b au carré moins 4ac. Voilà, donc il suffit de remplacer le a, le b, le c. Vous avez votre delta. Et donc, après, ben, pour trouver le xf, il y a deux possibilités, vous connaissez. C'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça, c'est ma première solution. Je peux l'appeler xf1 et xf2. Ça sera moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Mais on sait qu'en physique, il n'y a qu'une seule solution qui est bonne.
Ça sera laquelle? La plus petite? Ah non. Ça sera celle qui sera généralement positive. S'il y en a une qui est négative, ça marche pas. XF, ça peut pas être négatif. Et si il y en a plusieurs de négatives? Déjà, elles peuvent pas. Non, il ne peut pas y avoir de négatif, c'est pas possible. Alors, ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir deux possibilités. Soit il y a une des deux qui sera négative, l'autre qui sera positive. Donc là, le choix est vite fait. Oui, non, je voulais dire si les deux sont positifs, pardon. Ah, voilà, si les deux sont positives, c'est ce qu'on a fait en exercice. Il faut regarder les deux résultats. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le XF, est-ce qu'il sera plus grand ou plus petit que Xmax? Si vous trouvez un XF qui est supérieur à Xmax, c'est pas possible. Parce que sinon, le taux d'avancement, il peut pas être plus petit que 1. Enfin, il peut pas être supérieur à 1. Donc, la seule solution, c'est que le XF doit être plus petit que le Xmax. C'est la seule solution possible. Donc, en gros, dans notre exercice ici, il faut que XF il soit plus petit que N0 pour que ça marche. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on aura le taux. Puisque là, vous trouvez XF. Le Xmax, on l'a trouvé tout à l'heure en disant que c'était égal à N0. Donc là, le Xmax, vous le connaissez. Le XF, ben, on peut le trouver comme ça. Et là, vous pouvez calculer le taux d'avancement. D'accord. Voilà. Voilà en gros tout ce qu'on devait savoir. Moi, j'ai essayé de mettre ça sur 2 diapos. Tout ce qu'on devait savoir sur le premier chapitre. Ok. Voilà. Alors, je sais pas si Hugues a des questions. Alors, Hugues, il m'a marqué que taux XF égale Xmax, c'est ça. Ok. Ouais. Donc, c'est tout bon. Et ben, on passe au chapitre 2, alors maintenant. Alors, le chapitre 2, ça concerne donc tout ce qui est acide fort, acide faible, voilà, tout ça. Du coup, alors, alors, je vais faire ça en 2 temps. Je vais faire ça comme ça. On va commencer par parler d'acide fort, acide faible. On va commencer déjà par définir ça déjà. Acide fort d'un côté, acide faible de l'autre. Voilà. Alors du coup, déjà un acide fort, donc un acide fort, ça s'écrira AH. Ça réagit avec de l'eau. Et si c'est fort, la réaction, on a dit, était totale. Donc je mets une flèche. Oui. Alors, si AH réagit avec de l'eau, ça va donner quoi à l'arrivée? A- plus H3O plus. Voilà, la base conjuguée de AH, c'est A-, parce que je rappelle qu'un acide, selon Bronsted, est capable de libérer un proton. S'il libère un proton, AH devient A-. Mais s'il libère un proton, ben, c'est que l'eau joue le rôle de base et va récupérer un proton et donc va se transformer en H3O+. Donc voilà déjà l'équation, la réaction chimique d'un acide fort. Pour un acide faible, on aura la même chose. On aura AH plus H2O qui va donner A- plus H3O+. Mais là, par contre, la réaction ne sera pas totale. Donc si elle n'est pas totale, moi j'écris ça. Voilà la différence entre un acide fort et un acide faible. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si la réaction est totale, le taux d'avancement est égal à 1. Et si la réaction n'est pas totale, le taux d'avancement doit être plus petit que 1. Voilà déjà comment je différencie un acide fort d'un acide faible. Oui. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je peux dire qu'un acide fort, ça veut dire qu'il n'y a plus d'AH. Ça veut dire que dans mon tableau d'avancement, à la fin, AH vaudra 0. Ça va toujours? Parce que la réaction est totale. Donc si on a un acide qui réagit avec de l'eau, l'eau est un solvant. Donc l'eau dans un tableau d'avancement sera toujours en excès, ça. Donc ça veut dire que si l'acide est fort, tout l'acide va réagir. Il n'y aura que du A- et du H3O+ à la fin. Ça va ou pas? Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que si tout l'acide réagit,
si au départ la concentration de mon acide, je l'appelle CI, un peu comme dans le TP évalué, si j'ai ma concentration CI, je sais que tout l'acide réagit, et donc ça va donner une concentration d'H3O+ à la fin. Alors qu'est-ce que je peux dire au niveau de la concentration d'H3O+ finale et de CI? C'est comme si j'ai une mol d'AH. Oui. On sait que tout l'acide réagit. Si tout l'acide réagit, moi je sais qu'à l'arrivée, je vais avoir... Ah, ça veut dire on va avoir le même nombre de H3O+. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des concentrations? Que ce sont les mêmes? Et ben voilà. On peut dire que CI égale la concentration d'H3O+. Vous voyez? Ça va pour l'acide fort? Oui. Donc ça veut dire que si la concentration, comme vous avez fait hier en TP évalué, moi je vous avais donné de l'acide chlorhydrique à 10-2 mol par litre. Et on sait que l'acide chlorhydrique c'est HCl, et HCl c'est un acide fort. Ça réagit avec l'eau et ça donne la base conjuguée plus H3O+. Donc on a vu hier que la concentration initiale de l'acide chlorhydrique, c'est égal à la concentration d'H3O+, parce que c'est un acide fort. Et donc comment on fait pour trouver le pH de cette solution d'acide fort? On sait que pH égale moins log de la concentration d'H3O+, c'est ça la formule. Mais comme l'acide est fort, on sait que CI égale concentration d'H3O+, c'est bien ce qu'on a marqué. Oui. Donc du coup, ça fait moins log de AH. Enfin, moins log de concentration initiale. Voilà, c'est ça, de la concentration de H initiale ou de CI. Voilà. Donc si par exemple on a, je sais pas moi, CI qui vaut, comme en TP par exemple, 10-2 mol par litre, et du coup, moins log de 10-2, log et 10 puissance ça s'élimine, moins 2, et ça fait 2. Donc il fallait trouver un pH de 2 pour l'acide chlorhydrique. Vous voyez? Parce que l'acide est fort. Comme l'acide est fort, je peux calculer le pH. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire pour l'acide faible? Si par exemple j'ai une concentration CI, est-ce que dans ce cas-là, la concentration d'H3O+, si l'acide est faible, est-ce que la concentration d'H3O+, sera égale à la concentration CI? Comme ici. Non. Et non. Et non parce que, vu que le taux d'avancement est plus petit que 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon état final, j'aurai du A-, j'aurai du H3O+, mais il restera aussi du AH. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que CI, c'est égal à la concentration en AH, c'est ce que vous avez fait aussi en TP hier, finale, plus la concentration de A- finale. C'est-à-dire que l'acide de départ, il y en a une partie qui va rester dans l'état final et une partie de l'acide qui sera transformée en sa base conjuguée A-. Ah oui. Vous voyez, vous l'avez marqué dans Python cette formule, CI égale, vous avez dû écrire CA plus CB. CA c'est l'acide et CB c'est la base conjuguée, vous aviez écrit. Donc vous voyez la différence par rapport à l'acide fort, c'est qu'il reste de l'acide dans l'état final. Et du coup, s'il reste de l'acide dans l'état final, là aussi on va pouvoir à nouveau dresser un tableau d'avancement pour voir comment ça évolue tout ça. Donc du coup, pour aller un tout petit peu plus vite, je vais faire un tableau d'avancement juste avec l'état initial et je vais mettre l'état final, c'est tout. Donc du coup, mon équation, c'est celle-là. Alors, mon équation, c'est AH, on a dit, plus H2O. Voilà.
qui donne... Alors, ce que je vais faire, peut-être, je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus concret. Comme exemple, je vais prendre de l'eau. Je vais prendre de l'eau distillée. Bon, c'est ce que c'est que l'eau distillée. Oui. Alors, admettons que cette eau distillée, les aides de labo, bah, vous les préparez, mais vous les préparez il y a à peu près un mois. À votre avis, ce sera quoi le pH de l'eau distillée? Aucune idée. Ça vaut combien le pH d'après vous d'une eau distillée? 7, non? Non, c'est neutre. Si elle est fraîche, qu'elle vient juste d'être préparée, et ben l'eau distillée, elle est neutre. Le pH doit être égal à 7. Mais si une eau distillée, vous la laissez un mois dans un labo avec la bouteille ouverte, ben, si vous mesurez le pH de cette eau distillée, généralement, on peut trouver jusqu'à pH égal, une fois je l'ai fait, ça, j'ai trouvé 5,7. Comment ça s'explique? Comment ça se fait que... Ouais. Ah bah si, Comment ça se fait l'eau a réagi avec de l'acide et donc du coup c'est devenu de l'H3O+. Ah non, 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 Bah, non, l'eau plutôt. distillée, non, non, l'eau distillée est restée dans la bouteille. Elle a réagi avec aucun acide. Elle a réagi avec l'oxygène, non? Un truc comme ça. Pas l'oxygène. Autre chose encore. Qui est présent en plus faible quantité, mais qui est quand même présent. L'azote? Non, pas l'azote. Non, Ah, le CO2. le CO2. Mais pour que le CO2 marche, il faut que ce soit du CO2 hydraté, du CO2 dissous. Donc on écrit généralement le couple CO2H2O. Donc CO2H2O, quand il se mélange à l'eau distillée, ben, qu'est-ce qu'il va former? C'est quoi le couple, hein? Alors vous savez que CO2H2O, c'est comme si on avait vu ça en début d'année, on pouvait l'écrire sous la forme H2CO3. Alors H2CO3, c'est un acide. Un acide, on a dit que ça libère un proton. Donc ça veut dire que si ça libère un proton, ça va donner quoi? Je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé. Non. Alors je vous l'écris autrement. Donc CO2 H2O, ça c'est l'acide d'un couple. Et quelle va être la base conjuguée? Cet acide, on peut l'écrire si vous voulez, pour que ça vous parle plus. On peut l'écrire aussi H2CO3. CO3. Alors qu'est-ce que ça va donner? Quelle sera la base conjuguée en fait? Ça sera quoi à moins? Comment je vais écrire à moins du coup? Sachant que, comme c'est un acide, il faut enlever un proton. Donc je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Oui, c'est ça Alexandre. HCO3-. Et HCO3-, c'est ce qu'on appelle les ions hydrogénocarbonates. Vous en avez dans votre cuisine, hein? C'est le bicarbonate que vous avez. C'est ça HCO3-. Donc HCO3-, c'est la base conjuguée, on avait dit en début d'année. Ça va pour ça? Oui. Et donc, si l'acide, ici, libère un proton, donc ça donne HCO3-, mais si l'acide libère un proton, c'est que l'eau joue le rôle de base, et va donc capturer le proton. Donc va donner des ions H3O+. D'accord? Voilà l'équation de la réaction. Donc vous voyez, je pense que c'est peut-être mieux de prendre un exemple pour bien montrer. Alors là, je vous ai dit, je fais que 2 lignes. Je fais l'état initial et je fais juste l'état final. Donc en gros, je fais ici x égale 0 et je passe directement au xf. Alors du coup, qu'est-ce que je peux avoir? Alors déjà, j'ai 4 colonnes. 4 colonnes puisque j'ai 4 produits réactifs. Par contre, qu'est-ce que je peux dire cette fois-ci pour l'eau? C'est quoi les quantités de matière de l'eau? Elle est en excès, non? Elle est en excès, donc je mets excès. Pas besoin de les calculer. Je sais que ce ne sera pas l'huile réactif limitant. Donc lui, c'est en excès, c'est sûr. Donc il ne me reste plus qu'à trouver le nombre de moles de CO2, H2O. Donc ça, comme c'est un gaz dissous, par exemple, vous pouvez connaître le nombre la masse de gaz, divisé par la masse molaire, vous avez le nombre de moles, par exemple. Donc ça vous donne N0. L'état final, on a dit tout à l'heure que c'était N0 moins XF. Voilà. Ici, on a 0. Ici, on a 0. Ici, on a XF.
Ici, on a XF. Ça va toujours? Oui. Oui. Voilà. Ok. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, attendez voir. On va déjà faire ce qu'on a fait tout à l'heure dans la première diapo. On va calculer le quotient de réaction. Et ce quotient de réaction, on va même dire c'est le quotient de réaction à l'équilibre. Et ce quotient de réaction à l'équilibre, comment il va s'appeler? Il va s'appeler K. Comme on s'intéresse à un acide qui réagit avec de l'eau, on appellera ça K. Ah oui. K, c'est ce qu'on appelle la... Comment est-ce qu'on appelle ça? La constante d'acidité. D'accord. Donc la constante d'acidité, elle fait intervenir la réaction entre un acide et l'eau. Donc cette réaction, il faut calculer cette constante. Donc on a dit pour trouver la constante, il faut la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc on a dit qu'on avait, si je reprends mon exemple, HCO3-. Déjà, je remarque que tous les coefficients sont égaux à 1. Donc pas besoin de mettre d'exposant. Donc multiplié par H3O+, et divisé par la concentration des réactifs. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Si l'eau est un solvant, sa concentration vaut 1. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester la concentration de CO2H2O. Voilà ce qui va me rester en fait au dénominateur. Alors comme on a dit qu'il fallait que ça soit des moles par litre par des moles par litre, vous voyez, je fais ça. C0, et je sais que C01, c'est la concentration standard, et c'est ça qui vaut 1 mol par litre. Et on a dit quoi? On a dit que la concentration de l'eau, là justement, ça valait 1. Donc vous voyez, ça remplace le C0 si vous voulez. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on écrit la constante d'acidité. Alors à partir de là, qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux chercher? Alors déjà, je peux chercher la concentration d'H3O+ dans l'état final. Est-ce que je peux la trouver? Eh bien oui, puisque je sais que la concentration en H3O+ dans l'état final, c'est quoi la formule de la concentration? C'est le nombre de moles dans l'état final divisé par V, c'est bien ça. Oui. Et le nombre de moles, on l'a trouvé, c'est quoi? C'est XF. C'est XF. Alors maintenant, est-ce que c'est possible de calculer H3O+? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai tous les éléments pour calculer la concentration d'H3O+? Il y a peut-être juste une chose que j'ai pas dit. Allez, on va dire qu'on choisit un volume de 5 litres. J'ai 5 litres d'eau distillée. J'en ai pas mal là. Donc, comment je vais faire pour trouver la concentration d'H3O+? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour la trouver? Il manque XF parce qu'on l'a pas. Si on l'a, on peut le trouver XF. Ah oui, avec l'acidité. En fait, avec N0, non? Non, il n'y a pas d'N0 là. Enfin, oui, N0, non, N0 c'est plus... Ah oui, du coup. Ce que je peux faire, si je veux chercher XF, on va le chercher XF. XF sera égal à quoi? XF c'est concentration d'H3O+ fois V, c'est bien ça? Oui. C'est quoi la concentration d'H3O+? On l'a pas? Elle n'est pas donnée? Parce que on sait que pH égale moins log d'H3O+, c'est bien ce qu'on a écrit comme formule ici. Ah oui, du coup c'est 10 puissance moins pH, et le pH c'est 5,7, donc c'est 10 puissance moins 5,7. Voilà. Quand on donne le pH, si vous avez le pH, vous pouvez trouver la concentration d'H3O+. Enfin, vous pouvez trouver XF, et connaissant XF, vous pouvez trouver la concentration d'H3O+. Et ça, vous multipliez ça par le volume.
Donc si on doit faire le calcul, bah, ça fera 10 puissance moins 5,7 multiplié par le volume, il est déjà en litres, fois 5. Alors je ne sais pas combien ça fait, ça, il faudrait que vous le calculiez. Et là, ça vous donne XF en mol. D'accord. Voilà, voilà comment on fait pour trouver XF. Donc chaque fois que vous faites réagir un acide avec de l'eau, eh ben, on est obligé de vous donner le pH. Parce que cette solution, elle a forcément un pH s'il y a un acide. Donc le pH, vous ne pouvez pas le deviner, donc il sera toujours donné. Le volume est donné, donc du coup, vous pouvez trouver XF sans aucun problème. Le volume, faut qu'il soit bien en litres. Alors oui, bien sûr, parce que, Ouais. la concentration molaire, elle est en mol par litre. Donc tu vas multiplier des mols par litre, multiplié par des litres. Donc ton résultat, eh ben, il va donner des mols. Les litres vont s'éliminer. Donc il faut absolument mettre le volume en litres s'il n'est pas en litres. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour trouver XF. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, après, si on veut le taux d'avancement, bah, le taux d'avancement, ça sera XF divisé par Xmax. Mais Xmax, vu que le seul réactif limitant, c'est CO2H2O, et ben ça sera XF, enfin Xmax égale. Il vaudra quoi Xmax? Ça veut dire qu'il n'y en a plus d'NO. Oui, il n'y a plus de NO, donc c'est égal à NO. Voilà, N0, moi je l'ai appelé. 0, pardon. Voilà. Donc vous connaissez Xmax, puisque c'est le seul réactif qui sera limitant ici. On connaît XF, donc on peut retrouver le taux d'avancement. Vous voyez, on retombe sur le chapitre précédent. Alors après, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait vous demander après? On peut vous demander, alors je rajoute une diapo supplémentaire, on peut vous demander après, j'ai un pH de 5,7, je voudrais savoir quelle sera l'espèce prédominante. Est-ce qu'à 5,7, est-ce que j'aurai plus de CO2H2O ou est-ce que j'aurai plus d'HCO3-? Comment je peux faire ça? Alors pour savoir ça, moi je pars toujours de ma formule ici. Donc il faut bien connaître cette formule-là, la formule du Ka. Donc je rappelle, le Ka, c'est quoi? C'est la base conjuguée, multipliée par la concentration d'H3O+, divisé par la concentration de l'acide. Vous voyez, base fois H3O+, sur la concentration de l'acide. Donc moi je pars de ça. Donc moi je dis que K égale, donc on a dit que c'était concentration d'HCO3-, HCO3-, multiplié par concentration d'H3O+, sur concentration de, on a dit, CO2H2O. Voilà, je pars du cas que je connais. Voilà. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est si c'est HCO3- ou si c'est CO2 qui sera prédominant, qui sera prioritaire, enfin le plus abondant, en fonction du pH. On a dit que le pH était de 5,7. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je vais faire, c'est faire ça. Moi, je veux calculer le rapport de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. C'est un peu ce que vous avez fait en TP hier aussi. Trouver ce rapport-là. Alors ce rapport, il sera égal à quoi? Donc il y aura HCO3-, c'est ça que je cherche moi, divisé par CO2H2O. Alors ce rapport, il sera égal à quoi? Comment vous transformez la formule du dessus? Vous savez que c'est multiplié par H3O+ ici. Et le H3O+, il faudrait le faire passer à gauche pour isoler justement le rapport. Donc qu'est-ce que je fais si je veux faire passer le H3O+ qui est multiplié ici pour le faire passer à gauche? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose? On le divise. On le divise, il est multiplié à droite, donc il devient divisé à gauche. Donc à gauche, ça va donner Ka divisé par H3O+.
Comme ça, en faisant ça, moi je vois tout de suite le rapport base divisé par acide. Alors maintenant, est-ce que ce rapport, est-ce que je connais sa valeur à ce rapport? Eh ben, je peux le connaître. Comment je vais faire? Ben, K, généralement, c'est peut-être pas K qu'on va vous donner en exercice, ce sera plutôt, on va plutôt vous donner la valeur de PK. Alors c'est quoi la formule? Là je vous fais réviser. C'est quoi la formule qui relie K et le PK? Donc PK, normalement, c'est égal à, un peu comme le pH, moins log de K. Mais moi, ce que je voudrais, c'est plutôt remplacer le K. Donc si je veux remplacer le K sera égal à 10 puissance moins PK. Voilà. Donc ça, c'est les deux formules à bien connaître aussi. Voilà, vous avez ces deux formules à connaître. Je vous les mets là. Et donc moi, le K, là, du coup, je vais pouvoir le remplacer par cette expression. Pareil, c'est ce que vous avez fait là aussi en TP hier. Donc vous aviez donc le PK, donc il fallait écrire que K, c'est 10 puissance moins PK. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour H3O+? On l'a écrit avant. On l'a marqué là. H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Vous voyez, donc la concentration d'H3O+, je la remplace par 10 puissance moins pH. Est-ce que ça va toujours? Oui. Donc ça, maintenant, en maths, vous savez faire ça. 10 puissance A divisé par 10 puissance B. Ça fera 10 puissance. Par exemple, moins pH, qu'est-ce qu'il va donner? Comme c'est divisé. Bah, plus pH. Plus pH. Bah voilà, ça fera l'inverse. Donc ça fera plus pH. Et je rajouterai moins pKa. Voilà ce que je vais avoir. Vous voyez? Alors après, ben, je peux vous donner le pK, par exemple de CO2 H2O. Alors je sais plus de mémoire. Je crois que il vaut. Alors, je vais vous dire ça. Je sais plus, je crois que j'en ai 3, il me semble. Mais normalement, ça sera donné hein, si vous l'avez par exemple en contrôle. Donc du coup, par exemple, ça vaut combien? Où est-ce que je l'ai mis ce truc? Ça vaut. Ça vaut 6,1, pardon. Donc ça fait 6,1. Voilà. Je vous donne la valeur. Alors du coup, ben justement, si je suis à un pH de, on a dit 5,7. Et ben, ça sera quoi le rapport des deux? Ça fera 10 puissance 5,7 moins 6,1. Ça fait quoi ça? Ça fait 10 puissance moins 0,4. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport est égal à 10 puissance moins 0,4. Donc ça doit faire du... je sais pas, vous pouvez me le calculer si vous voulez. Je sais pas combien ça fait. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est plus grand ou plus petit que 1? Petit que 1. Plus petit que 1. Donc ça veut dire que le rapport HCO3- sur CO2, etc. Là, justement, HCO3-, bah, il sera comment du coup par rapport à CO2 Petit que 1. Voilà. Donc ça veut dire que il y aura bah, du coup, bah, je vous mets les deux. Vous me dites lequel est prioritaire. Je l'écris comme ça. HCO3- d'un côté
voyez, au numérateur, HCO3-, et au dénominateur, vous avez CO2H2O. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel signe je mets, supérieur ou inférieur? Alors, d'après vous. Déjà, je ne sais pas comment faire. Ah. Donc tu sais que ça, c'est plus petit que 1. Donc si tu fais passer le CO2H2O de l'autre côté, à droite, qu'est-ce que ça va donner? Oui. Ça va donner que HCO3- est comment par rapport à CO2H2O? Plus petit ou plus grand? Plus petit. Plus petit. Alors, ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que si on a un pH de 5,7, l'espèce prédominante, ça sera HCO3- ou CO2H2O? Ce sera CO2H2O. Et ben voilà. Alors pour le vérifier, il suffit juste de faire ça. Tracer ce qu'on appelle un diagramme de prédominance, ce que vous avez fait en TP. Dans ce diagramme de prédominance, il faut définir le pKa. En fait, c'est un axe de pH que vous avez. Et sur cet axe de pH, vous allez placer la valeur du pKa du couple acide-base. Le pKa, ça fait 6,1. Et vous avez un pH de 5,7. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit en cours? On a dit que, que lorsque pH... Alors, pour le vérifier, ça, je vais partir de ça, là. De cette expression, ça égale à ça. D'accord? Donc, ce que je fais ensuite, à partir de cette expression-là, je vais juste multiplier par ça, chacun des deux termes. Log de, du premier terme, HCO3- sur CO2H2O, donc la base divisée par l'acide. Et ça fera quoi le log de 10 puissance non, 10 puissance pH moins pK, le log de ça fera quoi? Le log de tout ça là. Ça fait... Log de 10, ça fait... Ah, ça fait 1. Ça fait 1. Donc si ça fait 1, qu'est-ce qui va rester? Il va rester pH moins pKa. C'est bien ça. Ce qui fait donc du coup que pH, si je dois trouver le pH, et le moins pK, je le fais passer à gauche, il va donner pKa plus log de la base. La base c'est HCO3- divisé par l'acide. L'acide c'est CO2H2O. Et voilà. Alors ça veut dire quoi cette formule? Ça veut dire que si la concentration d'HCO3- est égale à la concentration de CO2H2O, j'ai les mêmes. J'ai pas de... Ils sont tous les deux à 50-50. Le log, il vaut 1. Et le log de 1, ça fait 0. Et si ça fait 0, pH égale pKa. Donc ça veut dire que lorsque pH égale pKa, la concentration d'HCO3- est égale à la concentration de base du coup. Voilà, de CO2H2O. Et ça, c'est ce que vous aviez obtenu dans votre TP hier, lorsque vous avez fait ce qu'on appelle la demi-équivalence. À la demi-équivalence, vous avez trouvé que le pH était égal au pKa. Et que ça correspondait à une solution tampon parce que dans cette zone-là, le pH ne variait pas beaucoup. Vous voyez? On rebondit sur le TP qu'on a fait hier. Oui. Par contre, vous avez fait une expérience, vous avez fait le rouge de méthyle et vous avez pris un pH de 10. Et vous avez vu qu'il était rouge. Et là, vous aviez dit que c'était la forme basique. La forme basique, c'est HCO3- qui est prédominant, donc qui est supérieur à CO2H2O ici. Donc dès que le pH
est plus grand que le pKa, c'est bien la forme basique qui prédomine. Et si le pH, comme par exemple ici 5,7, si le pH est plus petit que le pKa, eh ben c'est CO2H2O qui sera supérieur à HCO3-. Est-ce que ça va là, ce qu'on appelle le diagramme de prédominance? Oui. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous demander sur un diagramme de prédominance, c'est justifier dans quel cas, est-ce que c'est l'espèce basique, est-ce que c'est l'espèce acide qui est prédominante, et ça vous pouvez le trouver grâce à cette formule ici. Voilà. Du coup, je réfléchis ensuite qu'on peut vous demander. Donc ça on a fait le log, le pKa. Ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant on a parlé, je reviens là-dessus, on a parlé des acides forts et des bases, enfin acides forts et acides faibles. Donc voilà tout ce que vous pouvez avoir là-dessus. Maintenant, on peut très bien aussi vous demander la différence entre une base forte et une base faible. Alors, quelle va être la différence entre une base forte et une base faible? Donc, une base, par exemple, je vais l'appeler, bon, on va dire que c'est A-, hein, donc la base c'est A-. Alors, A- réagit avec H2O. Et qu'est-ce que ça va donner? Si la base est forte, la réaction est totale. Donc comme c'est une base, la base va prendre un proton, donc ça va donner AH plus. Donc si c'est une base, ça veut dire que l'eau joue le rôle d'acide. Et si l'eau joue le rôle d'acide, c'est qu'elle va libérer un proton, puisque le proton elle va le donner à la base. Et donc ça va donner AH plus OH-. H-. Voilà. Non, OH-. Et là, comme la réaction est totale, le taux d'avancement vaut 1. Si la base est faible, on aura la même réaction, plus H2O, qui va donc donner AH plus OH- aussi, sauf que là, je mets 2 flèches, parce que je sais que la réaction va être équilibrée. Donc le taux d'avancement sera obligatoirement plus petit que 1. Voilà déjà la différence entre les deux. Alors maintenant, je vais essayer de faire un peu le même raisonnement que j'ai fait ici, mais appliqué à une base. Donc du coup, alors je remets ça plutôt là. Voilà. Donc comment je vais faire pour, si j'ai une concentration initiale en base qui s'appelle CI, qu'est-ce que je peux dire de la concentration en ion OH-? Sachant que la réaction est totale. Hein. Je sais que j'ai une mole de base qui va me donner, si la réaction est totale, une mole d'ion OH-. Si j'ai une concentration CI au départ, à quoi sera égale la concentration d'OH-? Et bien, ça sera égal. Une mole donne une mole. Pareil, la réaction est totale. Donc, est-ce qu'il va en rester du A- dans l'état final? Vu que la réaction est totale. On sait que, on m'a dit tout à l'heure que l'eau était en excès. C'est bien ça que vous m'avez dit. L'eau, c'est le solvant. Donc, ça veut dire que le réactif limitant, c'est A-. Donc, si A-, la réaction est totale, vous êtes d'accord que A- va totalement disparaître. Oui. Et s'il disparaît totalement, il va former à plus simplement. autant de moles d'OH- qu'il y a d'A-. Donc Oui. finalement, la concentration CI de base
sera égale à la concentration d'OH-, puisque la réaction est totale. Alors maintenant, la question c'est, comment je peux faire pour trouver la concentration d'OH-? Si par exemple, on me dit que j'ai une base forte, donc une base forte, généralement, on va dire que j'ai un pH de, allez, on va dire 12. Donc 12, c'est bien supérieur à 7, c'est bien basique. Donc on va dire que j'ai un pH de 12. Comment je vais faire pour trouver la concentration d'OH-? Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, enfin qu'on a vu en cours, mais qu'on n'a pas vu là, c'est quelque chose qui s'appelle KE. C'est quoi KE? C'est une formule qu'on a vue en cours. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule de KE? On appelle le produit ionique de l'eau. Ah oui, c'est 2H2O donne Oui. 2H2O donne HO- plus H3O+. Voilà. Et si on cherche la constante de cette réaction, ça sera égal à quoi? Ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Donc cette réaction, si tu la traduis en quotient de réaction, comment tu vas l'écrire? Si tu me dis que 2H2O donne H3O+, plus OH-, ben la constante, ça vaudra concentration d'H3O+, multiplié par concentration d'OH-, divisé par l'eau. Mais comme l'eau c'est un solvant, qu'est-ce qu'on a dit? On divise par 1. Voilà. Donc c'est ça le produit ionique de l'eau. Et je vous avais dit que le produit ionique de l'eau, à 25 degrés, il vaut toujours 10 puissance moins 14. D'accord? Alors du coup, alors comment faire maintenant avec tout ce que vous avez ici, tout ce qu'on a marqué? Est-ce que c'est possible de trouver la, comment dire, la concentration d'OH-? Voilà. On a le pH, on a CI. Et alors comment je vais faire pour trouver la concentration d'OH-? Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Alors, si vous ne voyez pas, je vais essayer de vous faire autrement. Vous avez KE. KE, c'est le produit ionique de l'eau. Il y a une formule qu'il faut connaître, qui dit que moins log de KE, vous voyez, je vais mettre moins log de KE ici, et je vais mettre moins log de ce qui est à droite. Vous voyez, si je fais ça, je ne change pas mon égalité, vous êtes d'accord? Vous voyez, ça fera moins log d'H3O+, multiplié par OH-. Est-ce que c'est bon pour tout le monde si je fais ça? Je sais pas, je n'ai pas de réponse, vous me dites si... Oui. Oui, Oui, ça je va. sais pas si sur le forum c'est bon aussi. Ok. Donc en fait, je pars du produit ionique de l'eau, je multiplie par moins log à gauche, moins log à droite, comme ça je ne change pas mon égalité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je dois multiplier par moins log? Ben parce qu'il y a des formules que vous allez reconnaître. C'est quoi moins log de KE? C'est quoi cette formule? Et bien moins log de KE c'est égal à PKE, très bien. Et PKE, et ben comme c'est moins log de KE, c'est moins log de 10 puissance moins 14, ben ça fait 14 PKE. Donc PKE c'est connu. Ça je connais. Ensuite, moi j'ai moins log de ça. Ben ça c'est quoi? C'est A fois B. Alors c'est quoi log de A fois B? Ça serait pas des fois log de A plus log de B? Donc du coup, si j'ai log de A fois B, ça fera donc quoi comme opération? Ça fera moins log de A CH3+, ça fera moins log d'H3+,
plus log de OH-. Mais comme il y a un moins, plus et moins, ça fera moins. Moins log de OH-. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ben, il y a un terme que vous reconnaissez là. C'est quoi ce terme, hein? Moins log de concentration d'H3O+. Ben, c'est quoi ça? Moins log de concentration d'H3O+, c'est une formule qu'on a vue ça. Regardez, on l'a vu juste avant. On l'a vu où? On l'a vu ici. C'est quoi moins log de H3O+, hein? Moins log de H3O+, c'est le pH. C'est le pH. Hein. Donc ça, je peux le remplacer par le pH. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins log de H3O-, de HO-, de OH-. de OH-, oui. Et moi, ce que je vous ai demandé, c'est quoi? C'est de trouver la concentration de OH- tout à l'heure. Là, j'y suis presque. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, le pH, je vais le faire passer de l'autre côté. Ça va donner pKe moins pH. Et qu'est-ce qui va me rester à gauche? À droite, pardon. Il va me rester moins log de concentration d'OH-. Est-ce que ça va toujours? Vous voyez, le pH est passé à gauche, donc il devient moins pH. Et alors après, comment je vais faire pour trouver la concentration d'OH-? Et bien, ce que je vais faire, je vais tout multiplier par moins 1. Donc ici, ça fera moins. Ici, ça fera plus. Et ici, ça fera plus. Pareil, je ne change pas mon équation si je multiplie par moins 1 des deux côtés. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, moi, pour trouver OH-, il y a quelque chose qui me gêne, c'est le log. Et comment je peux faire pour enlever le log? Il y a une astuce pour enlever le log, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, en puissance. Et ben, il faut utiliser la puissance de 10. Hein. Comme ça, 10 fois log, ben, ça élimine le log. Et il restera que ben, OH- du coup. Mais si on fait 10 puissance, ben, il faut faire 10 puissance ici aussi. Donc ça fera quoi ici? Ça fera 10 puissance, ben, il n'y a plus qu'à lire, pH moins pKe. pH moins pKe. Et ben, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour trouver la concentration d'OH-? Ben, on a tout ce qu'il faut parce que pKe, ça vaut combien, on a dit? Ça vaut 14. Parce que moins log de 10 moins 14, ça fait 14. Donc ça fera quoi? Ça fera 10 puissance. pH, ça vaut combien? Ben, ça vaut 12. Moins pKe, moins 14. Donc ça fera quoi ça? 12 moins 14? Ça fait 2. Moins 2. Donc la concentration d'OH- est égale à 10 moins 2 mol par litre. Et ça donnera un pH de 12. D'accord? Alors il y avait une formule qu'on avait vue en cours. On a fait un petit peu cette démonstration-là. La formule qu'on a vue en cours, c'était quoi? C'était celle-là. Je vous la remets. C'était ceux qui veulent l'apprendre plutôt, et ben, ils auront juste à apprendre la formule. C'était pH égale pKe plus log de CI. Puisque CI égale OH-, puisque c'est une base forte. Voilà, c'est la formule que je vous avais donnée en cours, ça. On avait même fait la démonstration. Et bien ça, cette formule-là, ça permet, connaissant la concentration d'une solution de soude, de trouver le pH. Et on retombe bien sur la formule qui est marquée là. Vous voyez, si vous la transformez, vous avez bien pH égale, le pKe passe de l'autre côté, pKe plus log de CI, puisque CI égale OH-. On trouve bien la formule qu'on a vue en cours. Est-ce que ça va, ça?
Donc là, il faut bien retenir le produit ionique de l'eau, ça c'est à retenir. Et si on vous demande de trouver le pH d'une solution basique, et alors il y a deux possibilités. Moi je vous propose deux choses. Soit vous retrouvez la démonstration, soit vous apprenez la formule comme ça, ou alors il y a une autre possibilité. Ça se fait en deux temps. C'est-à-dire que comme vous avez le pH, vous pouvez trouver la concentration d'H3O+. Oui, Donc vous savez qu'H3O+ égale 10 moins pH. oui. Et connaissant la concentration d'H3O+, On peut trouver la concentration d'H3O. voilà, parce que vous connaissez Ke, qui fait 10 puissance moins 14. Oui, Donc il y a d'accord. deux possibilités, enfin trois possibilités. Soit vous faites en deux temps, soit vous faites la démonstration pour arriver à ce que je vous ai fait là, soit vous apprenez la formule. Voilà, vous avez trois possibilités pour trouver la concentration d'OH-. Voilà. Est-ce que ça va pour cette partie? Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, c'est dans le cadre de tout ce que je vous ai fait là. Ça, c'est pour une base forte. D'accord? Puisqu'on a bien CI égale OH-. Et donc, pour un acide faible, du coup, on n'aura pas CI. CI, en fait, sera, pareil comme tout à l'heure, sera sera supérieur à la concentration d'OH- finale. Ça sera plus égal cette fois-ci. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, CI, la concentration initiale, elle sera égale à quoi du coup? Elle sera égale à AH, qui sera formé dans l'état final, plus A-. Parce que on a dit que si la base est faible, il doit rester de la base du coup. C'est équilibré en fait. Donc le CI sera égal à ça. Il ne pourra plus être égal à OH-. Vous voyez la différence entre les deux? Ok. Alors enfin, pour finir, qu'est-ce qu'il me reste à voir? Il me reste à voir un peu ce qu'on a fait hier finalement. C'est-à-dire, hier, vous m'avez fait des belles courbes de titrage, comme ceci. Voilà, vous aviez votre courbe comme ceci. Voilà, ça devait faire comme ça, votre courbe, je crois. Voilà, voilà à peu près la courbe que vous m'avez tracée. Donc cette courbe, elle vous permet de trouver l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Donc vous vous rappelez la méthode des tangentes, on en trace deux qui doivent être parallèles. On trace la troisième. Voilà. Donc la troisième, elle doit passer par le milieu et parallèle aux deux autres. Et après, vous trouvez l'équivalence. Je pense que ça va, ça. Donc l'équivalence, c'est le volume équivalent, VBE. Alors ici, je vais mettre comme ça, VBE. Et là, vous aviez le pH à l'équivalence. Ça va pour tout le monde? On a bien le pH en fonction du volume de base versé. Donc ça veut dire qu'on dose un acide. Vous avez dosé un acide hier. C'était l'acide éthanoïque, le vinaigre. Donc là, par exemple, ici, vous avez un pH initial. Donc connaissant le pH, vous voyez, vous pouvez trouver la concentration d'H3O+, par exemple, ici. Bon, je vous remonte la formule. pH égale, on a dit, elle est marquée où cette formule? Voilà, pH égale moins log d'H3O+, ou alors H3O+ égale 10 puissance moins pH, on a dit. Donc là, par exemple, si vous avez le pH initial, vous pouvez trouver la concentration d'H3O+ au départ. Oui. Voilà. Ou vice-versa, c'est-à-dire si vous avez la concentration, vous pouvez trouver le pH. Donc là, l'équivalence, on a dit qu'il y a deux façons de la voir. Soit avec ce qu'on appelle la dérivée. Donc la dérivée, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc la dérivée, il suffit de prendre le maximum au milieu. Et le point d'intersection avec la courbe, et on a le pH équivalent. Donc les deux méthodes pour trouver l'équivalence. Donc ça va, pas de souci. Vous me dites? Ça va? Ça va. Alors à partir de là, on avait fait quoi en TP? Je vous ai fait trouver la demi-équivalence. La demi-équivalence, c'est lorsque vous avez VBE
divisé par 2, la moitié de l'équivalence. Et là, vous aviez trouvé le pH pendant le TP. Et ce pH était égal au pK. Donc là, c'est là où on peut trouver le pK. Et c'est ça qu'on appelle une solution tampon. Oui. Voilà. Donc je rappelle que si vous faites un titrage, vous dosez un acide. Donc l'acide, on l'appelle toujours AH, plus H2O. Et là, je vais mettre une flèche. Pourquoi je mets une flèche? Non, pardon, c'est pas H2O, je rectifie. Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans la burette? C'est pas de l'eau qu'on a mis dans la burette. C'était quoi? C'était des ions OH-, hydroxyde, la soude. Donc votre réaction, c'était AH plus OH- qui donnait A- plus H2O. Et pourquoi j'ai mis une flèche? Pourquoi j'ai pas mis une double flèche? Parce que quand on fait un titrage, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi les caractéristiques d'un titrage? Vous vous rappelez? Non. C'est une réaction qui est totale. Rapide et unique. Et voilà. Voilà ce qu'il faut savoir. Si c'est total, c'est une simple flèche. Et comme on a fait un titrage, le nombre de moles d'acide qu'il y avait dans le bécher et le nombre de moles de base, vu qu'on a une mole pour une mole, doivent être égaux. Et ce qu'il fallait faire pour le TP d'hier, eh ben, il fallait remplacer le nombre de moles par CaVa, nombre de moles de base CbVb, et du coup vous deviez trouver Ca, la concentration de l'acide présent dans le vinaigre, qui sera donc égal à Cb fois Vb divisé par par Va. C'est comme ça qu'on fait pour trouver la concentration molaire. Ça va pour ça? Ouais. Et ensuite, si on veut par exemple la masse de vinaigre, enfin la masse d'acide, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je sais que M, c'est Na fois Ma. C'est bien ça. Donc c'est quoi Na? Ben, le nombre de moles d'acide, c'est Na égale CbVb, VBE du coup, multiplié par la masse d'acide. Et là, vous avez la masse de votre acide, comme ça. Voilà. Et donc, la dernière chose qu'il faut savoir, parce que là, il faut que je fasse de l'AP pour les premières après aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? La dernière chose que je vous dis, c'est par exemple ça. C'est qu'est-ce qu'il faut choisir comme indicateur coloré? Il faut qu'il soit comment l'indicateur coloré? Il faut que sa zone de virage, soit, comprenne le pH à l'équivalence pour avoir un bon dosage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la zone de virage de l'indicateur coloré. Voilà, donc pour avoir le bon indicateur coloré, il faut que sa zone de virage contienne, vous voyez, contienne le pH équivalent. Donc c'est pour ça qu'il fallait utiliser la phénolphtaléine. Ok? C'est tout bon? Ouais. Ouais. Et ben voilà, on va arrêter là du coup pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Donc, D'accord. pas de questions.